What's up, ma gang de cyclistes qui va boire dans des parcs d'Hochelaga de la petite Pépito Sangria? D'où c'est que ça sort? Ben, c'est nos auditeurs, ça, c'est les gens qui nous écoutent. Bienvenue. Tu décris juste nos aspirations, William. Oui, exactement. On sait tous que tu rêves d'être un cycliste qui va boire de la Pépito Sangria dans un parc d'Hochelaga. Oui, c'est mon rêve, clairement. Tout ça pour dire que bienvenue dans le 20e épisode et dernier de la saison de Petites Obsessions. Fallait pas le dire tout de suite. Ben, on faut Sinon, avertir ils vont les gens. commencer à pleurer maintenant. T'sais, si on le dit juste à la fin de l'épisode, ils vont faire « Mais là, j'étais pas prêt. » Là, ils ont comme une couple de minutes pour se préparer mentalement. Fait que, dernier épisode de la saison, on va vous dire par contre juste à la fin quand est-ce qu'on revient. C'est comme quand quelqu'un meurt, tu sais. Tu préfères le savoir d'avance. Oui, puis Jésus l'a pas dit avant de mourir quand est-ce qu'il allait revenir. Il l'a Non. dit après. Fait qu'on va le dire à la fin de l'épisode. Quand Mais on revient. meurt pas, là. Non, on va ressusciter, là. Ouais, mettons. Donc aujourd'hui, dernier épisode, parce que c'est l'été, il fait beau, on veut profiter un peu de la vie. Puis on part en vacances aussi. On va pas commencer à traîner tout notre matériel. Ça devient un sacrifice. peu compliqué. Je sais pas si vous êtes au courant, mais à l'aéroport, c'est l'hostie de bordel. Fait que c'est pas vrai que je vais amener du matos. On traînera pas notre Yeti. Mais bon, Voilà. voilà. Aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler, Hélène? Moi, je vais parler des vacances de la construction. Hmm. Cette tradition québécoise, parce que oui, ça existe juste au Québec. Puis je vais parler des vacances aussi un petit peu dans le monde. Ok. Tu sais, tourner le couteau dans la Les plaie. autres là. traditions ailleurs que Exact. la construction. Fidèle à mon habitude, hein, c'est comme pas mal ça que je fais tout le temps. Parler de partout sauf site. Ben, tu parles un peu du site, mais tu parles Je parle d'ailleurs. beaucoup du site, C'est même. vrai, tu parles des deux. Puis moi, je vais parler de coup de soleil, cancer, crème solaire et emoji. Tandis que J'essaye de trouver le lien. Ok, c'est correct. Ben, le lien, les emojis, tu verras plus tard, mais en fait, je vais parler de bronzage et ce, malgré ma petite peau de lait. Ok. Donc, voilà. Sujet estival. Pour un épisode estival, Ben oui, exactement. Mais sais-tu qu'est-ce qui est plus festif que de parler de ça? notre générique. Ouais. Will, Yes! c'est notre dernier épisode de la saison. On l'a dit, oui. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'en fait pas d'autres tout de suite. Ça veut dire que c'est l'été, on part en vacances, on a des beaux projets dans les Europes, puis on fait les fous comme s'il y avait pas d'automne. Pas d'automne. Oui, on se dit qu'on reviendra jamais. Mais non, c'est une blague. Mais qui dit été au Québec dit festival, Mhm. vacances de la construction et passer de l'allergie au pollen aux attaques de mouches, moustiques et autres bêtes nuisibles, hein, dont on Oui. a déjà parlé dans un épisode précédent. Bientôt, il va en avoir moins. Ouais, pas si lointain cet épisode-là, fait que pour pas endormir notre auditoire qui ne sait peut-être pas que je me répète souvent, ben je me suis plutôt penchée sur les fameuses vacances de la construction. Y a-tu juste dans la belle province qu'on a ça? J'oserions dire que oui, je l'ai même dit en prémisse Ben, c'est ça. d'épisode. Moi, j'allais dire que oui parce que tu me l'avais dit. Oui, mais toi qui travailles en RH, est-ce que tu sais, ça remonte à quand l'instauration d'un système de congés payés dans le pays de Justin Trudeau? De congé payé, pas juste le congé de la construction, là, dans le fond. Ouais, congés payés in general. Pour vrai, ça doit pas faire si longtemps que ça. Genre, j'ai peur que ce soit pas avant, genre, les années 40, quelque chose comme ça. Ben, petit indice, c'est avant que feu père Trudeau pave la voie pour notre premier ministre actuel, et c'est effectivement en 1946. Mhm. Probablement que le gouvernement s'est dit « Ouais, on vient de vivre 5 ans de marde avec la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait au moins donner à ceux encore en vie un petit 2 semaines de temps à autre. » Mais ce n'est qu'en 1968 que la loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction est adoptée. Et oui, avant ça, les gars de la construction étaient comme les femmes aux États-Unis aujourd'hui, beaucoup de revendications, mais très peu de respect de leurs droits. Quand tu y penses, ça a pris plus de temps à instaurer une véritable politique de congés payés qu'à Julien Lacroix pour revenir sur la scène publique. Oh oui, j'ai osé très 2 d'actualité. blagues d'affilée. Oui, très d'actualité en effet. Bref, comment ça fonctionnait les congés payés? Parce que tu t'en doutes, cette patente-là, c'était clairement organisé par un TDAH qui a oublié son Ritalin. En fait, chaque région créait son propre système de gestion des vacances. Ça part mal, hein? Ça veut dire que les conditions et la durée n'étaient pas les mêmes d'une place à l'autre.
Autrement dit, les gens n'allaient pas s'installer en Abitibi pour le FME, le parc de la Vérandrie, ou se les geler en hiver, mais bien parce que la période de vacances allouée dans cette région leur permettait d'être pas trop pognés au camping, entre les moustiques, puis le déversement des eaux usées des voisins. C'est pas vrai, là, j'ai pas trouvé le détail des régions, je sais pas quand est-ce que l'Abitibi donnait ses vacances. T'as juste décidé que c'était ça qui était le fun en Abitibi. Mais ça me tentait de faire une petite blague. Ah, ok. Jusqu'ici, ça a l'air quand même relativement simple, mais il faut aussi mentionner que certaines compagnies négociaient avec leurs employés la dite semaine de vacances, tandis que d'autres l'imposaient. Dans le fond, négocier s'ils l'avaient ou pas, ou si vraiment... Ben, en fait, à quel moment ils prenaient... quand est-ce qu'ils pouvaient la mettre? Ouais, exactement. Okay, ouais. Généralement, c'était en novembre ou en juin. Mm-hmm. Pauvres ceux qui avaient des vacances en novembre, esti. Pendant un temps aussi, on pouvait... Déprimé tout seul chez vous, là. Yes, sir! Bonnes vacances! Ouais, c'est ça. Pendant un temps aussi, on pouvait cumuler les congés sous forme de timbres-vacances que tu pouvais échanger en temps rémunéré selon tes discussions avec ton employeur. Encore là, c'était comme pas mal à sa discrétion. Faites jamais ça, la gang. Vous sous-estimez toujours votre besoin de vacances. Tu penses jamais que t'en as besoin jusqu'à temps que tu sois rendu. Puis le problème aussi avec ça, c'est que c'était rare qu'ils pouvaient prendre plus que 2-3 jours d'affilée, ce qui est pas vraiment optimal pour profiter d'une fin de semaine dans l'eau frette de Gunquit, mettons, là. Mais pour faire encore plus compliqué, l'industrie de la construction, elle était et est encore aussi pétée que les ponts qu'ils réparent aux 6 mois. En fait, encore aujourd'hui, les travailleurs de la construction ont tendance à changer souvent d'employeur, de contracteur, par exemple, sur les chantiers. Selon les chantiers, oui. Exactement. En plus d'être tout le temps sur des lieux de travail différents et de vivre des périodes de chômage cycliques, fait que ça devient difficile d'avoir un système égal pour tous. Pour éviter d'avoir à recumuler toutes les vacances à chaque fois. Exactement. C'est pourquoi, en 1971, le gouvernement décide d'émettre un décret question d'uniformiser les dates et conditions des congés des travailleurs de la construction. Pourquoi en juillet-août, peut-être, tu me demanderas? Ben, tout simplement parce que ça coïncide aussi avec la fermeture estivale des usines pour leur entretien. Puis le fait aussi que toute l'industrie est en congé en même temps, ben, ça évite, selon les dires de la FTQ Construction, le désordre et l'anarchie. On va se calmer l'anarchie, là. Ouais, l'affaire du nettoyage dans les usines, j'ai plus l'impression que c'est le fait la poule. Parce que moi, en ayant travaillé dans un endroit industriel, ben, t'es comme, hey, c'est la construction, on en profite pour. Ouais, c'est ça, exactement. Comme, je sais pas lequel est vraiment arrivé en premier, mais bon. Ben, surtout aussi, comme, je me dis, tu peux quand même entretenir ton usine oui, il y a de l'entretien à d'autres moments et en parallèle qu'elle soit fonctionnelle, là. Faut pas que t'attendes qu'elle pète pour l'entretenir. Ah, vois-tu, ça dépend de la business, mais il y a quand même le côté où ben justement, la construction demande moins de matériel ou en donne moins, ou vice-versa. Ah, okay, donc, il y a moins de demandes, demande, fait que t'as plus de temps pour faire les grosses réparations, tu sais, donc pas juste le petit entretien de tous les jours, mais vraiment de faire les gros changements. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est surtout aussi que ça permet d'avoir une meilleure idée de la disponibilité des effectifs et à Kevin d'aller se prendre une petite cerveza à Cancun parce qu'il est pas productif en période de grande chaleur. Et aujourd'hui, même si cette période est associée à l'industrie de la construction, c'est quand même près du quart des Québécois qui seront en vacances parce qu'il y a les conjoints-conjointes, les familles, etc. Il y a des gens qui décident de prendre ces vacances-là. Parce que c'est l'été puis c'est nice, là. Puis blague à part, c'est quand même exactement en raison de la chaleur et pour éviter des problèmes de santé et de sécurité que les 2 semaines de la construction sont passées des 2 dernières de juillet à la dernière de juillet et la première d'août parce que il faisait plus chaud, de plus en plus c'est réputé pour être ces 2 semaines-là qui sont les plus chaudes au Québec. Tout ça pour dire que oui, William, cette tradition est unique au Québec. Est-ce qu'elle a toujours lieu d'être? La question se pose. Ça fait beaucoup de gens en congé en même temps. Les billets d'avion et les terrains de camping coûtent plus cher. L'essence aussi. Déjà qu'elle coûte un esti de bras, si elle doit nous coûter 2 jambes en plus, ça va mal. Et surtout, t'as plus de risques de rencontrer des semblables au resort que t'as réservé, même si t'es dans le fin fond de Cuba. Ouais, moi, c'est sûr que mes vacances, j'essaie d'éviter les endroits pendant ces 2 semaines-là. Là. Comme justement, il y a le quart du monde qui s'en vont là, essaye de prendre ça ailleurs si tu veux rester au Québec, en tout cas. Ouais, surtout que l'été, il est assez court comme ça dans la belle province, pourquoi pas profiter de chaque minute de la saison la plus optimale pour les travaux de la construction, pour justement faire des travaux de construction. Ouais. Mais c'est pas, eux seraient pas d'accord de dire ils ont pas le droit d'avoir des vacances pendant la belle période, tu sais. Tout à fait. Mais est-ce que c'est encore optimal d'avoir un congé payé collectif? Ah ouais, peut-être que c'est dans le sens plus nécessaire. où toute l'industrie est en congé en même temps. Il pourrait avoir 2-3 options, tu sais, mettons dans l'été. Hein. Exactement. Tu t'en doutes, comme pour toute règle, il y a menstruation. Excuse-moi, je veux dire exception. Par exemple. Aïe, aïe, il aïe. était bien tard quand je l'ai écrit, celle-là. Ouais, il est bien tard en ce moment aussi. Hein? Oui.
Je l'ai pas écrit en ce moment. Bref, par exemple, ceux qui travaillent sur des urgences, la voirie ou les autres réparations ou entretiens ne seront pas nécessairement en congé durant ces 2 semaines-là. Ça dépend de ce qui est négocié avec l'employeur, puis ils pourront aller en congé à tour de rôle entre le 1er mai et le 1er octobre. C'est le cas notamment du chantier du pont Champlain, qui a eu lieu il y a quelques années déjà. Les travailleurs... Mais il y a encore lieu, là. Je veux dire, il n'est pas défait, le pont, là? Non, il n'est pas défait, mais le nouveau pont... Ah, ok, excuse, parce que j'étais comme là... Oui. Quoi, ils l'ont juste abandonné à moitié défaite? C'est quoi qui se passe, là? Mais c'est un patrimoine culturel! Ouais. Non, c'est ça, mais en fait, les travailleurs qui ont travaillé sur ce chantier-là, ils travaillaient durant l'été aussi, donc ils prenaient des congés à tour de rôle, en fait. C'était pas les 2 semaines nécessairement de la construction qu'ils prenaient. Ah, intéressant. S'ils travaillent, évidemment, durant les vacances de la construction, la Commission de la construction du Québec doit en être avisée, et il y a des règlements spéciaux à respecter en termes de rémunération. Par exemple, ils sont obligés d'être rémunérés 40 heures, même s'ils en font 28, là, ou peu importe. Faut pas pénaliser les gars de la construction. Exactement. Il faut dire aussi que les avancées techniques et technologiques ont permis d'étirer la saison des chantiers pour permettre aux travailleurs de l'industrie de travailler quasiment à l'année. Fait que... Ouais, ben ça dépend. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont encore des congés à l'hiver. Il y en a beaucoup. Il y a des congés obligatoires aussi à l'hiver, qu'on n'appelle pas des congés de la construction. Ouais, c'est plus mais tout ça pour dire que, tu sais, quand je me disais pourquoi on profite pas de la saison estivale, qui est quand même la meilleure saison pour faire de la construction... Ben, étant donné les avancées techniques et technologiques, c'est nécessaire. Plus ou moins un argument valable de nos jours. Ça l'était v'là 30 ans, mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Haha, tu t'auto-détruis. Ben oui, c'est ça mon quotidien. Oui, c'est vrai. J'ai oublié que je parlais à Hélène Maillé. Voilà. Bref, à voir si cet avantage social est toujours à l'avantage des travailleurs ou si on perpétue la tradition par simple flemme, parce qu'on est quand même québécois, hein. Mais Will... Essaye de t'organiser avec les syndicats de la construction. Moi aussi, j'abandonnerais. Non, ça va, ils sont au bout de la rue pis ça me tente pas d'y aller. Mais Will, tu me connais, j'aime ça tourner le couteau dans la plaie bien profond et voir ce qu'il y en est ailleurs dans le monde. Fait que laisse-moi te dire que dans plusieurs pays, on est loin d'avoir juste une journée fériée supplémentaire réservée aux fonctionnaires pour se rappeler tout le mal qu'on a pu faire aux Premières Nations. T'es vraiment en mode provocation, là. T'as vraiment besoin de vacances, je pense. Ah oui. Sinon, ça m'a fait penser à un autre jeu de mots terrible. Parce que là, tu sais, t'as dit tourner le couteau dans la plaie. Mais là, j'imagine qu'on va découvrir qu'on est pauvre en vacances. C'est un peu tourner le couteau dans la plèbe. Parce qu'on est... Exactement. Voilà. Écoute, on commence avec l'Allemagne, la Belgique, le Pays-Bas et la Grèce qui ont 20 jours de congés payés. Puis tous les chiffres que je te dis là, c'est en commençant là, ta première année et ça n'inclut pas les fériés. OK. Puis pour avoir été en Grèce, je te confirme que même quand ils travaillent, ils travaillent pas. Oui. En Espagne, au Portugal et en Italie, on a 22 jours, en plus des siestes espagnoles. La siesta. Ouais. En France, toi, qui connais bien les politiques de nos cousins, tu peux me confirmer qu'on a 25 jours. Et 4 heures de dîner. Oui, et 4 heures de dîner. C'est aussi le cas au Danemark, en Suède et en Autriche. Je suis pas sûre pour les 4 heures de dîner, mais pour les 25 jours, oui. Mais au Royaume-Uni, ils ont 28 jours de congé, fait que c'est comme le top en Europe. Fait que ça, c'est la base, là. C'est pas genre c'est la moyenne. Base. Non, c'est vraiment la base. Damn. Ouais. Si tu calcules avec les jours fériés, là, par contre, le Royaume-Uni descend en 10e position avec seulement 8 jours festifs, là, fériés. Loser! Versus d'autres pays qui en ont 10, 11, 13. Tandis que le top du classement est occupé par l'Autriche et Malte avec 38 jours de congé au total, donc payés en vacances et en fériés. Which is really nice. Ouais. Ça, c'est ce que plusieurs sources m'ont confirmé, mais apparemment que, selon un article de Randstad, ce serait en fait le Koweït en tête avec 30 jours de congé et 13 fériés. C'est-à-dire 1 mois et demi de congé. Fait que moi, je pense que je vais déménager au Koweït, mais avant ça, je vais... Il y a quoi à faire au Koweït? Du pétrole. Ah oui, ben oui, hey, j'ai le goût d'abord. Du pétrole pis se voiler. Hey, là, hein? Plus respecter mes droits. Des bons arguments de vente. Mais avant de peut-être déménager et demander un visa pour le Koweït, je vais quand même te parler d'autres régions aussi du monde, parce que du côté des Amériques, et si t'inclus les fériés, cette fois le Brésil accorde 33 jours de repos et le Chili 30. En Argentine, ça dépend de ton ancienneté. Tu commences avec 14 jours de congé plus les fériés après 6 mois et tu peux monter jusqu'à 35 jours après 20 ans. Et va savoir si les entreprises là-bas arrivent à retenir leurs employés aussi longtemps que 20 ans pour avoir 35 jours de congé. Je ne sais pas. Mais c'est en Bolivie qu'on est le plus gâté avec 37 jours de congé au total, ce qui le place en 3e place de notre classement des best pays où avoir des congés payés après l'Autriche et Malte. Tu t'en doutes, au Québec, on est loin
loin d'être les pires avec nos 2 semaines après 1 an, même si on figure pas dans le top 30, là, ni dans le top 55 de Randstad. En fait, aux Philippines et en Thaïlande, c'est respectivement 5 et 6 jours de congé qui sont accordés aux travailleurs. En Chine, ça monte à 10 jours, tandis qu'à Singapour, ça varie entre 7 et 14 jours selon l'ancienneté. On pourrait croire que le Japon suit pas loin étant donné sa proximité culturelle, mais les travailleurs là-bas disposent de 20 jours de congé auxquels s'additionnent 15 fériés, fait que c'est quand même pas mal. Soulagement, sauf qu'une étude de 2017 du ministère de la Santé et du Travail du Japon a révélé que les Japonais prenaient en moyenne 8,8 jours de congé par an. En fait, c'est la culture du travail un peu là-bas, fait que même si on a des congés, ils les prennent pas. Ouais, c'est très mal perçu, tu sais, quelqu'un qui rentre plus tôt, qui travaille pas tard le soir, qui se démène pas, pis tout ça, tandis que si justement tu fais tout ça, puis tu travailles, ben t'es vu comme un employé sérieux, dévoué, loyal, etc. Il y a beaucoup ça aussi en Amérique du Nord, où la haute direction ne prend jamais ses vacances, donc ça fait que... Ah, ok. J'y viens justement aux États-Unis. Ils vivent encore en 1740 sur bien des aspects, y compris les congés, puisqu'il n'y a aucune loi qui les rend obligatoires. En fait, contrairement à nous, qu'on est obligé d'avoir 2 semaines après 1 an, c'est à la discrétion des employeurs. On appliquera plus souvent la règle de l'ancienneté. Les salariés peuvent donc espérer avoir 15 jours après 5 ans de loyaux service et dire bonjour à la No Vacation Nation, parce que c'est vraiment comme ça qu'est vu les États-Unis. Il y a quelques années, on était à ça, c'était 5 ans pour 3 semaines. Maintenant, on est rendu à 3, ce qui n'est pas vraiment excellent, mais quand même 5 ans, c'est horrible. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, t'es même pas sûr d'avoir 1 semaine, mettons. Là, la plupart donnent 10 jours de congé, mais reste que c'est ça, c'est à la discrétion de ton employeur. Qu'en est-il des périodes des vacances? Est-ce que partout dans le monde, on les prend à la même période de l'année? Tu te doutes évidemment que non. En France, par exemple, on appelle ceux qui prennent habituellement les 3 premières semaines d'août les Haussiens. Ils étaient près de 50% de la population en 2010. Connaissant les Français, ils sont bons pour chialer, mais très peu pour changer. Donc, je crois que cette statistique est encore d'actualité de nos jours. Je confirme qu'il n'y aura pas grand monde au bureau de mon côté au mois d'août. Exactement. De toute façon, 40% des entreprises françaises sont fermées durant une partie ou la totalité du mois d'août. Fait que c'est comme les vacances de la construction pour eux, là, littéralement. Mais at large d'un pays. En Allemagne et au Danemark, comme la rentrée est habituellement au début du mois d'août, on prend plutôt les vacances en juin ou en juillet. En Espagne, en Italie et au Portugal, c'est le contraire. L'école recommence plutôt vers la 3e semaine de septembre, entre le 15 et le 20 souvent. Donc, certains partent en congé jusque début septembre, quand nous, on célèbre la fête du travail. Et en Australie, comme notre été est leur hiver, ben ils partiront plutôt en vacances en décembre ou en janvier. Make sense. Voilà. Fait que c'est pas mal ce qui fait mon tour du monde des vacances. Non, pas en 80 jours, malheureusement. 80 jours de vacances par année. Go! Rosalie Côté, si tu m'écoutes, j'aimerais avoir 80 jours de vacances. On fait! Non, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, on n'est pas si pire, mais clairement que je trouve personnellement que c'est pas beaucoup 2 semaines. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Pour décrocher de son travail. Fait que là-dessus, ben, je vais te laisser poursuivre avec la crème solaire, les emojis et le FPS et je ne sais plus je l'avais pas dit encore, mon FPS, mais oui, ça va faire partie des sujets. Excusez-moi, pardon. Mais oui, dernier sujet de la saison. Officiellement. Officiellement, là, parce que c'est le dernier épisode, mais c'est le dernier sujet. Ouais. Ça m'attriste quand même un peu, mais je me console en me disant que dans quelques semaines, je vais être au bord de la Côte d'Azur avec un bon drink à la main et ma tristesse disparaît assez vite. Mais qui dit Côte d'Azur dit crème solaire, et ça surtout avec mon petit teint pâle, si je veux pas pogner de coups de soleil. Faut dire que je suis pas celui qui s'expose le plus au soleil au monde, mais ça reste quand même que les rougeurs de peau et moi, on se connaît quand même assez bien. Oh! Parlez-en à mes 2 genoux après une randonnée en kayak le week-end dernier. Qui, j'espère, vont devenir un peu plus un brun pâle là, dans les prochains jours. Là, ça commence déjà à être pas pire. Ah, mais c'est beau ton dégradé, moi, je trouve. Ah oui, c'est beau, hein? Ça fait sexy quand même. Là. Bronzage d'habitant, mais comme vous n'avez jamais vu. Yes! Ceci étant dit, malgré mes oublis de badigeonnage d'ombrelle et mon incapacité à avoir le teint de peau de David Hasselhoff, j'ai quand même décidé aujourd'hui d'être votre porte-parole du jour au sujet du bronzage et de la protection solaire. Parce que, tu sais, pas besoin d'être parfait pour être un bon éducateur. Après tout, là, on l'écoute bien, le monsieur avec une trachéo sur les paquets de cigarettes. Fait qu'on peut bien m'écouter. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, OK? Donc, je suis pas le seul à avoir une peau de pète qui bronze pas ou très peu.
En fait, ça a été déterminé par un dermatologiste du nom de Thomas B. Fitzpatrick qui travaillait pour l'université d'Harvard, qui a différents teints de peau. Ben, en fait, c'est pas lui qui a déterminé ça, là, genre on est capable de le savoir qu'il y a des gens pâles puis des gens foncés. Mais non, en mais fait... c'est comme l'échelle de Scoville là, pour les piments, là. Oui. Dans le fond, plus tu t'augmentes dans les piments, plus ça brûle. Ben, même chose. Plus tu augmentes dans les peaux, plus ça brûle. C'est un peu comme ça. Ben, c'est plus ça dépend si tu augmentes vers le blanc, augmentes vers le noir. En tout cas, regarde, je l'ai pas étudié, moi, je sais pas. C'est ça. Mais Fitzpatrick, lui, il a déterminé qu'il y avait 6 phototypes de peau, puis il a décidé de classifier les individus selon la réaction de leur peau lors d'une exposition solaire et aux ultraviolets. Donc, on appelle ça la classification de Fitzpatrick, qui divise ces gens-là en 6 phototypes différents. Parce que le gars s'appelle Fitzpatrick, c'est pour ça qu'on l'appelle de même. C'est logique. C'est logique. C'est pas pire. Fait, le phototype 1, ben, c'est des gens qui sont sensibles aux rayons UV puis qui brûlent le plus. Le phototype 6, ben, c'est ceux qui sont le plus résistants au soleil. Ça inclut-tu les albinos, mettons, ou c'est une devance? Une ça, c'est c'est le phototype 0. Ils ont vraiment comme leur coin où on dit on a réfléchi à vous, mais après. On veut vous inclure, mais pas tant que ça. C'est ça. Donc, le phototype 1, ben, bronze pas et attrape systématiquement des coups de soleil. C'est des gens avec un teint très pâle, des taches de rousseur, les cheveux blonds ou roux. Donc, un petit roux, t'as jamais vu ça ben brun. Non, c'est vrai. Phototype 2, ben, ça bronze difficilement, attrape souvent des coups de soleil, teint très clair, cheveux blonds ou châtains, des taches de rousseur apparaissent au soleil avec les yeux clairs. Fait que tu te ramasses un peu là-dedans, mais t'es ouais, un mais peu je comme suis moi. brune foncée. Ben, c'est ça. Il y a le phototype 3 qui a parfois des coups de soleil, bronze progressivement, type teint clair, cheveux blonds ou châtains. C'est comme, voyons, on arrive-tu, nous autres, les cheveux bruns? Est-ce de race arienne du colique? C'est tout eux autres. Puis après ça, il y a phototype 4, attrape peu de coups de soleil, bronze rapidement, teint mat, cheveux châtains, bruns ou noirs, yeux foncés. Donc, on est comme un peu entre les deux. On s'entend diviser en 6 des peaux puis des cheveux. Ouais. C'est un peu difficile. Ça a été fait quand, cette magnifique échelle? C'était en 1975. Ah. Mais en fait, c'est vraiment plus, tu vas voir un peu la logique derrière. C'est sûr qu'il y a des exceptions à tout ça. Que tu sais, c'est pas un mapping parfait. Ouais. Mais il y a des menstruations à chaque règle. Effectivement. Mais tu sais, veux pas, on a des peaux pâles, on a des taches de rousseur un peu les deux. Donc j'ai du roux dans ma famille, ben, j'en ai du roux dans ma barbe. Tant de taches de rousseur, mais j'en avais quand j'étais jeune, puis j'ai du roux. Fait que tu sais, on est des hybrides. Des petits hybrides tout laites. Ben voyons. Tout ça pour dire qu'il y a aussi le phototype 5 qui a rarement de coups de soleil, bronze rapidement, teint foncé, yeux foncés, cheveux foncés, hein, c'est assez clair. Puis le 6, peau foncée, n'a jamais de coups de soleil, type peau noire, cheveux noirs. C'est pas vrai par contre qu'il n'y a jamais de coups de soleil, tu n'auras jamais de rougeur. C'est ça que j'allais te demander. Ils peuvent avoir quand même des démangeaisons à la peau. Tout ça pour m'amener sur 2 tangentes complètement différentes, puis qui n'ont pas tant rapport. En fait, la première n'a pas vraiment rapport, c'est ma tangente sur les emojis. Ouais, j'allais te dire, est-ce qu'il y a 6 emojis pour les 6 phototypes? Je me souviens pas, il y a combien d'emojis de couleurs différentes? En fait, quand tu cliques longtemps sur un emoji, tu as des options de couleur de peau que tu sais pas trop si tu peux utiliser sans avoir l'air trop raciste. Tu sais, comme en tant que blanc, tu veux pas être trop insensible. Tu restes sur le jaune glacé. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je suis un Simpson, la gang, là. Peace and love. Donc, le classement de Fitzpatrick a été utilisé pour déterminer ces couleurs de peau d'emoji-là. La seule chose, c'est qu'ils ont mergé les phototypes 1 et 2 parce que, oui, on a assez de blanc dans la vie, pas besoin d'en faire 2. Un, c'est bien suffisant. Fait que les deux sont mergés ensemble. Puis ils n'ont pas fait d'albinos. Ils n'ont pas fait d'albinos. Fait que c'est ça. Il y a 5 couleurs de peau sur les emojis. Vous irez voir. L'autre élément qui a attiré mon attention, c'est le fait que Fitzpatrick, il parle pas juste de couleur de peau, comme on disait tantôt, mais aussi de couleur de cheveux et de yeux. Puis j'étais comme, moi je suis pâle, puis qu'est-ce que c'est ça, puis pourquoi... Ça, c'était ma logique. Mais quand tu dis, moi je suis pâle, puis qu'est-ce que c'est ça, puis... Je parle de dire, j'ai la peau pâle et j'ai les cheveux foncés. Okay. C'est ça. Non, mais je voulais être sûr que tu disais pas que t'avais les cheveux pâles ou les yeux pâles parce que c'est vrai qu'on est un médium. On a un médium audio. C'est ça. Donc, peau pâle, cheveux foncés, yeux foncés. Mais en fait. C'est Fred Pellerin, mais plus foncé. Fuck all. Je ressemble pas à Fred Pellerin. Oui, tu ressembles à Fred Pellerin. J'ai juste les lunettes.
Non, tu ressembles à Fred Pellerin. C'est pas fin, ça. Pourquoi? Il est bien cute, Fred Pellerin. Cute, Fred Pellerin. T'as pas les mêmes lunettes que Fred Pellerin. Non, je sais, mais en tout cas, je ressemble pas à Fred Pellerin. Bon, sur cette minute de dire à Fred Pellerin, on Qui va va arrêter couper. de dire son nom. Non! On va la couper. Ok. Fait que c'est ça, l'autre élément qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il parle de couleur de peau, mais aussi de cheveux et de yeux. Puis c'est pas juste par généralisation, parce que bien qu'il y ait des exceptions, comme moi, avec ma peau pâle et mes cheveux foncés, chance est d'admettre que tu croises un roux, il risque de me clencher niveau pâlitude. Ouais. Pourquoi donc? Ben en fait, c'est une question de mélanine, comme tu as mentionné tout à l'heure, parce que je sais pas si c'est parce que je suis juste con, mais tu sais, on parle toujours de mélanine pour la peau, mais on en parle aussi pour les cheveux, mais j'ai jamais fait le lien que c'est la même affaire, tu sais. Ah ouais, on parle de mélanine pour les cheveux? Oui, c'est la mélanine qui fait la couleur de tes cheveux, de tes yeux, puis tu sais, quand que les cheveux deviennent gris et blancs, mais c'est parce que ton corps fait moins de mélanine, donc c'est là que la couleur part un peu. Je pensais que c'était que parce que quand un papa et une maman s'aiment, ils font des bébés, puis là, ils leur ressemblent. C'est quoi le rapport des cheveux gris? Non, pas les cheveux gris, mais les yeux, mettons. Ah oui, non, mais ça a un lien, parce que je veux dire, ta mélanine que tu produis est reliée à ta génétique. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que c'est la mélanine qui fait la couleur de peau et de tes cheveux, donc t'as pas comme des sources de mélanine bien différentes dans le haut de ta tête que dans le reste de ton corps, fait que c'est logique que ces deux choses-là soient relativement reliées, en fait. Ouais. Donc après ça, mais sauf comme tu dis, tu c'est des mix, c'est peut-être des mix de parents, là. Ça, c'est genre de mais tu sais, je veux dire, moi, ma mère est blonde aux yeux bleus, très pâle, mais je trouve qu'elle a une carnation de peau plus foncée que moi, qui est brune aux yeux bruns. Mais c'est peut-être qu'elle passe plus de temps au soleil que toi aussi. Ouais, ben, je veux dire, ma mère, pendant 40 ans, elle a mis de la graisse de pied de vache pour bronzer voilà, plus, là, c'est ça. Ok. Puis après ça, ben, tu peux avoir des gènes de ton père aussi qui a la peau pâle, fait que ça a pas... ouais, j'ai les gènes de roux du côté de mon père. Fait que tu sais, c'est pas parfait là-dessus, puis j'ai pas fait de bac en biologie, fait qu'on va y aller bien straight là-dessus. En fait, il y a deux types de mélanine pigmentaire, la phéomélanine et l'eumélanine. Le pigment phéomélanine, combiné avec l'eumélanine, il détermine la couleur de la peau et des yeux. Puis chez les mammifères, la phéomélanine détermine en plus la couleur des poils et des cheveux. Du côté des oiseaux et des poissons, il est responsable de la couleur des plumes et des écailles. Donc c'est quand même la mélanine qui fait ces couleurs-là chez eux aussi. Et qu'est-ce que ces deux types de mélanine ont de différent? La couleur de l'eumélanine va du brun au noir, tandis que celle de la phéomélanine va du jaune au rouge. Donc c'est deux types de mélanine qui sont faites dans le corps. Et en fait, c'est pas tout le monde qui fait le même nombre de chacun. Ouais. Donc, les gens pâles vont faire plus de phéomélanine. Donc, jaune ou rouge, c'est là la peau pâle. Ouais. Puis, brun ou noir, on s'entend, c'est les gens avec la peau plus foncée. Donc, les roux vont faire vraiment beaucoup de phéomélanine. Et donc, va avoir des cheveux. Quand on parle de jaune et rouge, donc, c'est là vient le roux. Dans les cheveux, puis la peau pâle. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a un balancement de ce type de mélanine-là, plus dans le corps. Donc, ça, c'est un résumé ultra rapide dans la génétique. C'est compliqué, puis on n'entrera pas dans le pourquoi du comment. Mais y a-t-il une couleur Pantone de l'année des pigments de la mélanine? Non, c'est la couleur Pantone de cette année, c'était un mauvelet qui donne le goût de vomir, fait que voilà. J'ai des clients qui trippent dessus. Non, pas ça. Tout le monde l'utilise en background, puis ça m'écarte. Ouais. Mais pourquoi je parle de teint de peau puis de mélanine depuis tantôt? En fait... parce que tu parles de crème solaire puis de peau de bronzage. C'est ça, parce que... Wake up, William! T'es où depuis comme 20 minutes? Ouais, non, mais en fait, c'est parce que c'est la première ligne de défense contre les rayons UV. Ouais. Donc, le corps produit plus de mélanine quand il est exposé au soleil parce que celle-ci a la propriété d'absorber les rayons ultraviolets puis de les disperser, protégeant ainsi la peau. Okay. Donc, c'est la production de mélanine qui donne ce côté mat à la peau. Donc, c'est quand on en produit plus que l'on va avoir le côté bronzage. Et ceux qui font déjà plus de mélanine, qui est plus foncé, vont être plus protégés. Donc, on s'entend, c'est une protection du soleil. Donc, il ne faut pas se réjouir nécessairement quand on a un beau bronzage, quand de base, notre peau est pâle. En fait, c'est qu'on reçoit des dommages au niveau de nos cellules. C'est juste qu'on est moins protégé par notre type de mélanine. Donc, wouhou, c'est beau, mais wouhou, c'est des dommages. Ouais. Mais qui dit bronzage, dit soleil. Qui dit soleil, dit rayon UV. Qui dit rayon UV, dit UVA, UVB. Et oui, je suis le roi des transitions. Voilà, dans une autre partie que je ne voulais pas faire de transition. Voilà, c'est ça. C'est ça qui arrive quand on fait un épisode... avant des vacances. Donc, sais-tu la différence entre les UVA et les UVB? La lettre. Oui, effectivement. Il y en a un qui est meilleur à l'école.
Oui, il y a des meilleurs. Il y en a un qui a des plus petits seins. Ben, Je peux plus continuer, j'ai plus de blagues. le moins bon à l'école, le UVB, lui, il pénètre pas profondément dans la peau. Ben non, c'est ça, il est moins bon. C'est ça. Tellement pas bon. Il est bloqué par l'épiderme. Mais justement, vu qu'il est à l'épiderme, mais c'est lui qui provoque la rougeur et donc les brûlures, a.k.a. les coups de soleil. Donc, c'est la faute de monsieur UVB. Ces rayons UVB-là provoquent la formation de nouvelles mélanines dans la peau. Donc, on va en faire plus, ce qui fait un bronzage retardé. Parce que dans le fond, c'est juste que, il y a un coup de soleil, on va en faire pour essayer que ça réarrive pas. En fait, ce qui va faire un bronzage qui apparaît de 48 à 72 heures après l'exposition aux rayons. Fait que tu as eu ton coup de soleil, puis là, comme, ça devient plus foncé après. Les rayons UVA, quant à eux, pénètrent profondément la peau. Ils endommagent les fibres élastines et de collagène, ces fibres qui sont responsables de la peau souple et élastique. Donc, c'est grâce Le petit mou de bras, là. Ben, en fait, c'est ce qui fait que ça tient, l'élasticité. Fait que si t'es bien exposé au UVA, ben c'est ça qui va faire que tu auras des gros plis de face en vieillissant. Puis c'est aussi les UVA qui sont responsables du cancer de la peau. Ben donc, de gentils rayons. Par chance, c'est constitue seulement 95% de la lumière ultraviolette qui atteint la Terre. Fait que c'est pas comme si c'était dangereux, hein? Bah, à peine. À peine. Autre fait intéressant, les UVA, contrairement aux UVB, ne causent pas la formation de nouvelles mélanines, mais activent plutôt celle qui est déjà présente dans la peau. OK. Donc, ça fait que tu vas bronzer plus rapidement, sans brûlure, si tu es exposé plus à des UVA que des UVB. Mais en même temps, tu vas pogner un cancer de la peau. C'est ça. Fait que... C'est un pensez-y bien. C'est ça, hein? Fait que d'un côté comme de l'autre, t'es gagnant-gagnant. Puis d'ailleurs, c'est surtout des UVA qui sont utilisés dans les salons de bronzage pour justement éviter que tu pognes un gros coup de soleil dans ta salle de lampe. Est-ce que je recommande? Quand même, pas nécessairement. C'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y bien. Donc, on a un beau duo de UVA et UVB qui sont désagréables pour chacun de leurs raisons. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre de la crème solaire qui protège des deux. Des fois, il y en a qui protègent seulement d'un seul des deux. C'est important de voir que ta crème solaire protège UVA et UVB. Puis, il faut aussi choisir la bonne crème solaire selon ton type de peau. Étant donné que certains sont plus sensibles aux rayons UV. Puis c'est là qu'on parle de facteur de protection solaire ou FPS. Puis je suis là pour démystifier les différents types de FPS. On s'entend. Mon Dieu, mais tu démystifies tellement d'affaires aujourd'hui. Ben oui, je suis pas structuré, mais je démystifie plein d'affaires. On s'entend, on voit généralement des FPS 15, 20, 30 et 50. Mais 60 aussi, je pense. Moi, 60. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est leur note sur 100, je sais pas. Non. La protection? En fait, c'est ça. En même temps, j'espère pas parce qu'il y a 30 sur 100. Non, ben c'est pas ça. En fait, moi aussi, je me posais la question. J'ai déjà entendu des affaires de 10 minutes de protection, là, par shot de 10 minutes. T'as déjà entendu ça? Okay. Ben, en fait, c'est quand même vrai. Ce qui est fait pour ces crèmes solaires-là, c'est des tests en laboratoire où on met de la crème solaire sur une partie du dos d'un joyeux cobaye, puis on compare la réaction de sa peau avec ou sans la protection solaire. Mais cobaye poilu ou pas poilu, mettons? Moins poilu pour que ça soit plus clean. Donc, on détermine alors le FPS de la façon suivante. Si par exemple, une personne a un coup de soleil au bout de 10 minutes sans protection, un FPS 15 signifie qu'il faudra 150 minutes, soit 15 fois 10 minutes, pour obtenir le même coup de soleil avec cette crème. Du coup, théoriquement, la crème avec un FPS 50 protégerait pendant 50 fois 10 minutes, donc 500 minutes. Mais ça, faut pas prendre ça pour du cash. On s'entend, c'est des tests en laboratoire avec des conditions parfaites. Donc, tu t'es pas gratté, tu t'es pas baigné, t'as pas sué, rien. T'es vraiment en laboratoire sans avoir bougé d'un poil. Donc, c'est quand même très important, si tu mets de la 50, de te protéger, d'en remettre tous les 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, si tu mets un FPS 15, t'as comme 150 minutes de sursis avant de devoir en remettre. Exact. OK. Mais, comme je dis, t'es mieux quand même d'en mettre plus souvent, même avec les autres qui sont plus haut FPS, parce qu'on agit, puis même chose dans le fond au final pour la 15, parce que si tu bouges avec ça, ben ça se peut moins 150 minutes. Tu restes pas planté là dans ton salon, là, habituellement, quand tu avec de la sueur, puis tout, ça va faire bouger, sueur, tu vas bouger. baignade, chlore, eau de mer, peu importe. Fait que c'est pour ça qu'on recommande toujours d'en remettre aux 2 heures, parce que ça correspond au minimum avec la FPS 15. T'en profites en même temps pour te tourner, pour avoir un bronzage égal des deux côtés. Ouais, truc de pro. entre autres. Donc, c'est plus pour une question de durée de protection solaire que d'être plus protégé par une crème ou un autre. Parce que, en effet,
une FPS 30 ne protège pas 2 fois plus qu'une FPS 15. En fait, le chiffre représente la fraction des rayons UV que la crème laisse passer. Dans le fond, une FPS 15 laisse passer 1/15e des rayons UV. Okay. Donc, 7%. Du coup, une FPS 20 laisse passer 1/20e ou 5%. Ouais. Une FPS 30 laisse passer 3,3%, puis la FPS 50 laisse passer 2%. Donc, la différence entre une FPS 50 et une 30, c'est seulement 1,3% de rayons UV. Mais ça veut quand même dire que... T'es plus protégé des rayons UV. T'es plus protégé, mais c'est vrai que si tu mets, mettons, de la FPS 30, tu bronzes plus que si tu mets de la FPS 50. Ben oui, parce que tu vas recevoir plus de rayons UV à travers la peau. Mais tu sais, on s'entend... Mais t'as plus de chances d'avoir un coup de soleil. Oui, mais tu bronzes plus de 1,3%. Ouais. Fait qu'on s'entend la différence. Mais en même temps, une FPS 50, là, j'ai l'impression que genre le FPS est proportionnel au prix de la crème. Genre une FPS 60, c'est toujours fucking cher. Ben oui, c'est sûr que là, ils vont t'en vendre plus cher parce que c'est plus de protection. Ouais, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un racket en arrière de ça? C'est un autre sujet. Ça reste quand même important de mettre un FPS qui correspond à ton phototype. Donc, un phototype 1 qui a moins de mélanine pour protéger sa peau, ben il a besoin de sa FPS 50. Fait que le 1,3 de différence n'a peut-être pas vraiment d'impact pour quelqu'un qui est de phototype 3, mais pour un phototype 1, oui, ça a quand même un impact parce que sa peau n'est pas capable de se protéger autant contre ces rayons UV-là. Ouais. Donc, dans son cas, il faut de la 50. Moi, dans mon cas, ben, peut-être plus de la 30. Puis, un phototype 6, ben, c'est important de se crémer quand même parce que même s'il n'y a pas de traces de rouge sur la peau, ben, tu peux ressentir des douleurs à la peau après une longue exposition, mais aussi, tu peux quand même faire partie du grand tirage pour gagner un cancer de la peau si tu ne mets pas de crème solaire. Hey, quelle loterie, ça! Fait que c'est ça. La FPS 15 est bien correcte pour eux autres, mais faut quand même qu'ils en mettent. Donc, du coup... ça, c'est le français en toi qui ressort. Ouais. Là. Qu'est-ce qui arrive si on se crème adéquatement? Est-ce qu'on bronze quand même? Ben, techniquement, ça laisse passer des rayons. Oui, mais on s'entend, c'est 3%. Mais... Tu sais, mettons, en moyenne. Donc, en théorie, pas tant que ça. C'est avec des 3% qu'on fait des 100%. Oui, mais en théorie, pas tant que ça, parce qu'on se rappelle, c'est une sorte de brûlure de la peau dont la crème nous protège. Donc, si tu bronzes quand même en ayant mis ta crème, il y a 2 explications. Ben, il y a le petit pourcentage, ou soit tu n'utilises pas le bon type de crème pour ton teint de peau, ou tu n'en as pas assez mis. Parce que au final, tu dis, hey, j'ai mis de la 30 aujourd'hui, puis j'ai fait un petit bronzage, c'était pas pire. Mais en fait, c'est juste que ben, tu n'as mis une fois. Puis 4 heures, genre. Ou une fois 4 heures, puis au lieu de pouvoir rester 20 minutes dehors avant de pouvoir bronzer, puis de pogner un coup de soleil, puis de rentrer dedans, mais t'as passé un 3 heures où t'étais protégé, puis après ça, un moment donné, t'as commencé à bronzer. Fait qu'au final, c'est vraiment plus parce que t'es pas assez crémé. Fait que quelqu'un qui se crème réellement, ben, il va moins bronzer. Donc, à vous, chers auditeurs, de choisir dans le dilemme suivant pour cet été, être jeune, cool et bronzé, qui vont finir par plisser et potentiellement être cancéreux, ou rester jeune, pâle et être moins ridé et potentiellement pas cancéreux. Donc, il y a des arguments des deux côtés, pour les deux camps, mais vous aimez, peu importe votre décision, quand même. Moi, je suis là pour vous informer, vous faites ce que vous voulez avec ça, vous faites pas de mal à personne à part à vous autres. Fait que voilà, je vous aime, mes auditeurs, j'ai hâte de vous revoir. C'est fini. C'est fini. Je vais verser une petite larme. On revient. On revient le 23 septembre 2022. On allait dire, ouais, ça, parce qu'à un moment donné, on revient le 23 septembre 2026. Oui, c'est ça. Ça ferait une longue pause, même si on a besoin de vacances. Ouais, mais... Mais sans blague, on revient en format podcast en septembre, mais on reste quand même actif sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Probablement peut-être plus de TikTok même. Oui, c'est ça, exactement, j'allais dire plus de TikTok. On va essayer de repartager ce qu'on fait en contenu TikTok sur les autres plateformes, mais clairement que si vous voulez encore plus de contenu qui joigne le utile à l'agréable et en format très court, là, souvent moins 1 minute, abonnez-vous à nos plateformes. N'hésitez pas aussi à partager notre podcast à vos amis, votre entourage, votre famille. C'est ce qui nous encourage. On n'est pas payé pour ça, mais c'est toujours gratifiant de voir que vous nous écoutez puis que vous êtes toujours plus au rendez-vous à chaque 2 semaines. Yep. Puis sinon, ben, on vous souhaite un super bel été, des belles vacances si vous en prenez et surtout, crémez-vous la gang. Yes. Bisous, bisous. Bon voyage. Bisous, bye.